Bienvenue dans Multivers le podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous emmener sur la planète de Christian Quesnel, un auteur de bande dessinée aux multiples facettes. En direct de l'IUT de Béziers pendant le Festival Fantastique de Béziers 2024, nous allons plonger dans ses univers, du fantastique à la science-fiction en passant par la bande dessinée documentaire. Je vous laisse en compagnie du pilote Buzz. Bon voyage les Cosmogeeks! Bienvenue les Cosmogeeks. Dans Multivers le podcast, nous recevons Christian Quesnel, un auteur et illustrateur québécois de renom, particulièrement connu pour ses bandes dessinées et romans graphiques qui explorent des thèmes historiques et littéraires. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve Beethoven, une biographie graphique de Ludwig von Beethoven, et Mégantic, un train dans la nuit, qui retrace la tragédie ferroviaire de Lac Mégantic. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont entre autres le prix BDIS Cosa en 2021 pour Vous avez détruit la beauté du monde, et a également remporté en 2022 le prix Ecofauve Raja au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême pour Mégantic, un train dans la nuit. Il est présent au Festival Fantastique de Béziers 2024 qui a pour thème la métamorphose, avec la casquette de président du jury, où il animera plusieurs conférences et il nous parlera de son travail d'illustration sur le livre collector des éditions Kalidor, Dracula, de Bram Stoker, présenté en avant-première pour le festival. Bonjour Christian Quesnel. Bonjour. Quand avez-vous commencé à dessiner et qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir auteur de bande dessinée ? De mémoire, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours eu cette volonté-là de vouloir raconter en images des récits. C'est ça, je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, mais c'était souvent pour faire de la bande dessinée et non pas juste faire de l'illustration. Je sous-estime pas le travail d'illustrateur, mais ça fait juste souligner le fait que j'ai toujours voulu raconter des histoires en images. Professionnellement, je peux dire ça fait 30 ans, 31 ans, 32 ans que je fais ce métier-là, principalement au Québec. Il y a une ouverture depuis quelques années en France. Mes activités sont en train de se transporter de ce côté-ci. Donc, ça va être une autre façon de faire là, qui va être assez différente, là, surtout dans la relation avec les éditeurs. Mais je suis très content parce que je touche des publics de plus en plus larges. Je vends au Québec certains titres à des quantités maintenant qui approchent des titres des quantités enviables en France. Donc, dans un marché qui est 9 fois plus petit. Ah oui. Ça nous emmène vraiment à réfléchir sur... parce qu'ici, il y a quoi? Il y a 7000 nouveautés par année en bande dessinée, tandis qu'au Québec, il y en a peut-être 250. Tu es traduit en anglais? Mégantic, qui est un de mes titres qui a remporté l'Ecofauve Angoulême en 2022, lui a été traduit par une maison d'édition canadienne-anglaise qui est à Toronto, mais qui est diffusé aussi aux États-Unis puis au Royaume-Uni. À part de ça, je crois pas. Il y a le Ludwig que j'ai travaillé dessus, qui est un livre sur Beethoven, qui a été fait directement en allemand, en français et en anglais, avec une dominance francophone. Mais à part de ça, les autres titres, non, ne sont pas traduits. J'ai principalement travaillé sur des sujets vraiment axés sur le Québec, l'histoire du Québec. Donc, la traduction n'a pas été nécessaire jusqu'à maintenant, mais le Dracula qu'on sort ces jours-ci, lui sort presque en même temps que l'édition francophone, en italien. Quels artistes ou auteurs vous ont le plus influencé? Il faut dire, dans mes cours d'art plastique à l'école secondaire, qui est, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en France, mais c'est entre 12 et 16 ans, 16-17 ans. J'ai eu un prof d'art plastique extraordinaire qui s'appelait Jean-Roch Perrault, qui connaissait, qui avait découvert la bande dessinée française à la fin des années 60, puis au courant des années 70. Il m'a fait découvrir Drouillet, Moebius, tout l'univers Métal Hurlant, Bilal, Jean-Claude Mézières, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand il est venu chez nous, puis j'ai revu en Allemagne après. Ces gens-là m'ont influencé dans le sens que, mon Dieu, c'est un univers qui me parle, c'est quelque chose que je veux faire dans la vie. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que j'ai d'influence comme telle par rapport à mon travail en bande dessinée. Je m'inspire de toutes sortes de formes d'art, la peinture,
Ma copine, c'est une artiste peintre. Donc, on commande beaucoup nos travaux respectifs. C'est vraiment... j'essaie de prendre mon propre travail sur lequel j'ai déjà travaillé, puis d'aller plus loin là-dedans, de réfléchir sur mon travail. C'est pourquoi je suis allé étudier à maîtrise. J'ai fait une maîtrise, puis je suis en train de faire un doctorat. Ça me permet de théoriser mon travail, puis de faire des retours sur mon travail critiques, constructifs, pour aller plus loin, dans le fond. Mais je lis toutes sortes de bandes dessinées, par contre, mais sans me dire que je suis nécessairement influencé aujourd'hui par des auteurs en particulier. C'est sûr qu'il y a Dave McKean aussi, qui est un Britannique qui m'a beaucoup marqué au début des années, au milieu des années 90, qui est un auteur, c'est ça, il est britannique, mais son travail a été traduit dans plein de langues, là. Je ne sais pas si c'est vrai que tu avais dans tes influences Leiji Matsumoto. Oui, ça, c'est enfant, oui. J'ai été en contact avec, grâce à la télévision dans les années 70, un peu comme ici, avec Goldorak, avec Albator. Ces séries-là m'ont vraiment beaucoup influencé. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai beaucoup dessiné enfant. C'est sûr, il y avait Capitaine Flamme aussi, là. Je sais qu'en France, c'était Dorothée, je pense, l'émission phare des émissions jeunesse. Chez nous, c'était le samedi matin, il y avait ces émissions-là en rafale qui passaient. Donc, j'ai été vraiment marqué par ça. Même que dans mon studio, aujourd'hui, j'ai les fameux robots géants de ces années-là, des années 70, là, dans des vitrines. C'est quelque chose qui reste marquant. Puis en même temps, tantôt, je parlais de mes influences franco-belges. Ben, il y a une continuité avec mon enfance aussi, c'est la science-fiction. J'ai toujours aimé ça. Pourtant, je fais des œuvres principalement documentaires, bien axées dans le présent, tout ça, mais je m'intéresse à toutes sortes de choses. Je veux dire, peut-être que je m'intéresse à la science-fiction. C'est un peu la continuité de mon intérêt pour l'histoire aussi. Pour moi, c'est le temps. C'est le temps qui est au cœur de mon travail. Oui, le documentaire, on peut considérer que c'est le présent aussi, c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Oui, des fois, c'est le présent, des fois, c'est En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'avec Ludwig, surtout, Ludwig, j'ai dessiné un Beethoven. C'est une bande dessinée symphonique, hein, ça vient accompagné de musique. Puis Ludwig, là-dedans, je ne l'ai pas représenté comme en 1812. Oui, j'ai vraiment cherché le personnage. J'ai fait une grande recherche documentaire. J'avais même le masque qui était moulé sur son visage en 1812. Puis j'ai pu le dessiner de la façon la plus fidèle possible. Mais tout en ayant ce côté fidèle-là, j'ai pu m'éloigner du personnage, garder l'essence du personnage, puis transposer ce personnage-là à notre époque. Pourquoi faire ça? Visuellement, c'est plus intéressant pour moi. Voir Beethoven faire du crowdsurfing comme si c'était une star heavy metal dans une foule, portée par la foule, moi j'ai adoré faire ça. Puis en même temps, ça le rapproche des lecteurs qu'on est aujourd'hui. On est capable de jauger qui était ce personnage-là en fonction de notre réalité, de nos critères au niveau sociologique, anthropologique qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, notre regard de représenter un Beethoven un peu punk, un peu métal, ça le situe vraiment bien dans le rapport qu'il y avait par rapport à la musique à son époque, là. Parce que je me souviens, j'ai lu des commentaires sur le fait que il y a un quatuor, attends, mais c'est ses essais au niveau des violons, je me souviens plus c'est quoi exactement son quatuor à cordes, en fait. Les gens sortaient de la salle, ils disaient que c'était du bruit. Aujourd'hui, on a des concerts heavy metal, puis qu'est-ce que les gens disent qui connaissent pas, qui sont pas rompus à cette musique-là? Ils disent que c'est du bruit aussi. Donc, il y avait une certaine incompréhension vu qu'il était en avance un peu sur son temps. Puis son attitude aussi un peu très mélanger beaucoup de douceur dans ses pièces. La douceur côtoie le côté très violent de la musique. Puis dans le métal, on retrouve la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Quelle bande dessinée et ou manga considérez-vous comme indispensable à lire? La balade de la mer salée de Hugo Pratt. Pour moi, c'est à 14 ans, j'ai découvert cette œuvre-là, puis j'ai découvert tout un univers, un pan. C'est vraiment à partir de là que je suis passé de la BD, parce qu'il y a eu les dessins animés japonais dans mon enfance, avec un bref passage vers la bande dessinée américaine de super-héros. Puis c'est vraiment à partir de la lecture de la balade de la mer salée, puis mon prof au secondaire, Jacques Perrault, qui m'ont permis de m'ouvrir à la bande dessinée franco-belge, puis à la science-fiction aussi, puis au roman
j'aime pas dire le mot roman graphique, c'est un peu une traduction des Américains, mais à ces récits-là, plus axés sur les adultes, plus axés sur le drame, avec des réels sentiments d'adultes, dans le fond, plus inspirés du roman que de la bande dessinée à gag que j'avais connue dans mon enfance. Puis Hugo Pratt, c'est ça, Hugo Pratt, c'est un monstre là, culturel. Là. Dans le fond, lui-même, c'était une encyclopédie vivante. Puis c'était un conteur exceptionnel. Puis sa façon de conter se retrouvait même au cœur de sa vie. Je veux dire, lui-même avait, je pense, 3 versions différentes de sa biographie à raconter aux gens. Je crois qu'il disait 11 versions. 11 versions, bon. Il ne savait plus laquelle était la vraie, la plus vraie. Je trouve ça extraordinaire. Oui, ça laisse tellement de place au rêve. C'est ça, aujourd'hui, je trouve, qui est dommage, c'est qu'on ne laisse pas assez de place aux gens pour rêver. Je veux dire, la télévision, j'ai plus la télé, moi, depuis une quinzaine d'années. J'écoute pratiquement rien. On me parle de séries. On parlait de Tchernobyl tantôt, hors micro, puis j'ai pas vu. Plusieurs personnes m'en ont parlé. Mais c'est que la télévision, elle nous laisse peu d'espace pour imaginer les choses, tandis que la bande dessinée, entre 2 images, il peut avoir 100 ans comme il peut avoir 2 secondes. C'est vraiment le lecteur dans la bande dessinée occupe une place de moteur. Dans le fond, c'est lui qui active le récit. Nous, on est des partenaires du lecteur, puis lui, il comble les ellipses qui entre les images. Donc vraiment, le récit s'active grâce à lui. Comment avez-vous développé votre style artistique où vos pages ressemblent à des toiles de peinture onirique? Je dirais dans le premier tiers de ma carrière, je faisais de la bande dessinée plus traditionnelle, qui était vraiment plus, on raconte une aventure, puis voilà. Puis c'était plus pour un public adolescent, mais jeune adolescent, là, 12, 14 ans. Je suis venu à un moment donné à Angoulême en 2006 pour la première fois, puis j'ai été confronté à la nouvelle bande dessinée, à tout ce qui se faisait. Puis j'ai eu le goût de raconter autre chose. Puis à la même époque, sur la table à dessin, j'avais un récit, j'y arrivais pas. Puis là, je me suis dit, c'est la façon de raconter. C'est la façon que la narration est structurée dans mes récits. Je me suis dit, à ce moment-là, il fallait que je remette en question complètement mon style. Puis c'est à partir de là que l'onirisme s'est présenté de plus en plus. Puis c'est même pas conscient à ce moment-là. C'est avant ma maîtrise. Je me suis simplement dirigé vers une narration qui était plus onirique. J'ai eu des filles aussi. La naissance de mes 2 filles a sûrement contribué à ajouter cette couche de sensibilité-là chez moi comme artiste. Ça a beaucoup contribué à l'évolution de mon style. Puis c'est quand j'ai sorti Ludwig, là, c'était le summum de l'onirisme à ce moment-là, dans mon travail. Puis à partir de là, il y a plusieurs personnes qui ont vu mes travaux. C'est pour ça que les gens de Mégantic sont venus me chercher. En fait, avant ça, c'est ça, j'ai fait Ludwig. Il y a eu l'onirisme autour de ça. Il y a eu une équipe de criminologues de l'Université d'Ottawa qui ont étudié pendant 15 ans l'histoire de la mise en scène du suicide au Québec, c'est-à-dire comment les gens s'enlèvent la vie, puis qu'est-ce qu'ils laissent comme message avant leur départ. Puis eux avaient vu Ludwig. Ils ont vu que j'étais capable de représenter des choses, d'évoquer les choses sans les montrer au premier degré, de créer des sentiments. Puis c'est ça qu'ils avaient besoin parce qu'eux se retrouvaient avec un projet qu'ils ne pouvaient pas publier avec des photos. C'était impossible. Moi, j'ai eu accès aux 800 pages PDF de leur dossier de recherche. J'ai vu les photos des coronaires. C'est terrible. Les images me hantent encore aujourd'hui. C'est impossible de montrer ça aux gens. Donc, eux, ils se sont dit, on n'a pas accès aux photos, on veut le raconter en images, mais la façon de démontrer les images ne doivent pas venir choquer le lecteur pour le bloquer dans sa lecture, parce que, comme je le disais tantôt, le lecteur, c'est le moteur du récit. Si on bloque le moteur du récit, ça donne rien. Donc, on a beaucoup réfléchi sur la monstration des images du récit. Ça a été, je pourrais dire, c'est le projet qui s'appelle « Vous avez détruit la beauté du monde ». Ce projet-là m'a demandé une réflexion constante sur chaque image que je devais montrer. Oui, même à un moment donné, une image simple, il n'y a rien de grave là-dedans, mais c'était d'illustrer des couples célèbres. Puis il y avait Hitler avec Eva Braun. J'ai fait exprès pour ne pas montrer Hitler, parce que le récit est assez dur comme ça, que Eva Braun suffisait à illustrer. Puis même Eva Braun de dos. En plus, on ne peut pas la reconnaître vraiment, mais on comprend que c'est elle en lisant le livre. Ensuite, j'avais fait, suite à Ludwig, j'avais fait un album qui s'appelait Félix Leclerc, L'Alouette en liberté. Puis, à l'intérieur de ça, il y avait des extraits d'œuvres de Félix Leclerc que j'ai illustrés. Puis, il y avait une illustration où il y avait 2 mains
qui tenait un bateau à l'intérieur, un petit bateau. Puis c'est l'histoire, la pièce de musique, ça raconte l'histoire d'un pêcheur qui il est cocufié par sa femme, elle le maltraite, elle le traite pas bien, il est malheureux parce que lui, il l'adore. Puis la façon d'illustrer ça, des mains qui tiennent le bateau en otage, dans le fond, puis il y avait une coulisse de rouge qui descendait pour la passion qui s'effrite, dans le fond. Ça a été vu par Anne-Marie Saint-Cerny qui avait écrit un essai avec les éditions Éco-Société sur Mégantic. Puis elle a compris, là, elle cherchait un illustrateur, un auteur de BD depuis 1 an, je pense, puis elle est tombée là-dessus dans une librairie à Montréal. Puis c'est à partir de là qu'elle a décidé de me contacter avec la maison d'édition. Puis c'est comme ça que Mégantic a vu le jour. Pour ce côté onirique-là. C'est vraiment à partir de ces 2 expériences-là, avec le livre sur le suicide et Mégantic, que j'ai appris que j'avais un style qui était vraiment... pas j'ai appris, mais j'ai compris que c'est l'onirisme, du réalisme onirique, on peut dire, fonctionnait bien dans mon cas. J'étais capable de jouer avec les ressorts de l'onirisme. Lorsque vous abordez des termes parfois lourds dans vos bandes dessinées, comme le suicide dans Vous avez détruit la beauté du monde, ou des tragédies humaines comme dans Mégantic, Un train dans la nuit, comment parvenez-vous à gérer l'impact émotionnel de ces sujets et à maintenir votre cap créatif ? C'est une bonne question. Moi, j'essaie de me protéger à l'intérieur de ça, de ces œuvres-là. J'essaie d'y aller avec... C'est pas un détachement parce qu'il y a une implication émotive, parce que moi, je ressens ce que je dessine, je ressens ce que je raconte. Mais justement, parce que je ressens ça, j'essaie de faire preuve d'une certaine pudeur dans la façon de raconter. Dans Mégantic, il a fallu que je fasse affaire avec des gens qui avaient perdu leur fille, un proche, un ami, un mari, une femme, parce qu'il y a eu quand même plusieurs morts. Puis ces gens-là m'ont fait confiance, ils m'ont prêté... il y en a un, je pense à Jean Clusio, aujourd'hui, il m'appelle à Noël, Jean, pour me souhaiter Joyeux Noël, tout ça. On a développé des liens particuliers. Mais quand les gens nous prêtent des objets, comme lui, il m'a prêté une vidéo de sa fille qui lui chantait une chanson juste avant sa mort, qui était à Pâques juste avant, elle est morte début juillet, ça implique qu'il y a une certaine responsabilité là-dedans. Donc, c'est de traiter ce sujet-là avec le plus grand respect, sans se censurer, parce qu'on a quelque chose à raconter. Il suffit de raconter quelque chose, mais on ne peut pas la raconter de n'importe quelle façon. Pour Mégantic, j'ai utilisé ce qu'on appelle le surgissement. Le surgissement en bande dessinée, c'est... tout le monde sait que la bande dessinée, c'est un système de pages à tourner, c'est un livre. Mais la page de droite, qui est remplie d'images autant que la page de gauche, mais la page de droite, quand on la tourne, ça crée un surgissement vers d'autres images avec lesquelles on peut jouer. On peut créer une surprise à ce moment-là. Pour Mégantic, pour l'explosion du train, en fait, j'ai réussi à développer une façon de faire que on voit 4 personnes dans 4 cases différentes qui sont positionnées vraiment de façon spécifique dans une double page. On voit le village, la petite ville tranquille en arrière-plan comme grande image. On tourne la page, c'est une double page qui est blanche, mais les 4 cases sont situées au même endroit, puis les 4 cases sont noires. Donc le surgissement, on comprend ce qui se passe, mais sans montrer un corps brûlé, sans montrer... je pense que quand je dis que le lecteur, c'est notre partenaire, c'est le moteur du récit, c'est vraiment là qu'on peut le démontrer facilement. C'est un cas exemplaire, en fait. Moi, je suis resté bloqué sur cette double page, quand c'est blanc. Après, je crois que ça continue un petit peu, ces 4 cases. Il y a 4 autres cases, mais là, on voit la lumière. Une inertie un peu dans cet événement-là. Ben, c'est comme si on entendait... Moi, l'effet que ça me fait, des fois, je suis détaché là, de l'œuvre, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai fait, mais ça m'est arrivé à un moment donné de le feuilleter devant des étudiants en le montrant. Puis là, c'est d'arriver à cette fameuse 3e page-là avec les 4 cases. Ben, le rouge est là, et on voit l'explosion. C'est comme si on entendait le bruit. Mais il n'y a pas de nomatopée dans ma bande dessinée. Donc, ça crée cet effet-là. En trois mouvements de page, on retrouve les 4 cases qui suivent. Puis là, on comprend tout, sans rien montrer. Parce que Jean me dit, dans les tas qui ont trouvé sa fille, je veux dire, c'est une boule de feu, 3000 degrés. En fait, je pense que c'est ça, c'est 3000 degrés. C'est 1/16e de l'explosion d'Hiroshima. Donc, c'est quelque chose d'assez intense. Même les arbres autour, on était au début juillet, puis les arbres étaient comme la mi-octobre. Chez nous, c'est tout coloré. Ouais. Ça a été très violent. Mais comment raconter cette histoire-là
sans montrer des corps brûlés, avec une certaine Oui. pudeur. Mais ça a été le défi de cette bande dessinée-là. L'histoire de votre pays semble une grande source d'inspiration. Comment choisissez-vous les histoires que vous souhaitez raconter? Quand tu parles de pays, tu parles de quoi? Du Québec? Oui, merci. Ben oui, en fait, l'histoire du Québec m'intéresse énormément parce que c'est... En fait, j'ai beaucoup lu de choses qui ont été faites aux États-Unis, qui ont été faites aussi ici en France, en référence à l'histoire. Je pense, même des Belges, je veux dire, un gars comme Bernard Isler qui a travaillé sur Sambre, qui parle de l'époque au 19e siècle, là, de la Deuxième Révolution. Je trouve ça hyper intéressant de situer des récits comme ça dans l'histoire, dans les grandes épopées historiques. Puis au Québec, ça n'a pas été tant fait. Il y a eu des bandes dessinées historiques, mais un peu didactiques. Puis j'ai horreur de ça, moi, de la bande dessinée didactique, parce que j'ai l'impression qu'on essaie de bourrer le crâne, en fait, avec des infos. Tandis qu'il y a des façons de raconter des histoires qui sont beaucoup plus humaines, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus accrochantes, en fait. Mais je veux pas tant raconter un chapitre historique du Québec que de raconter comment des gens ont pu vivre à travers ça ou comment ils ont pu s'exprimer de façon poétique, de façon littéraire à travers ces périodes historiques-là. Je veux dire, on prend les Américains, ils sont très bons là-dedans de faire des récits historiques puis d'ajouter des touches fantastiques à l'intérieur de ça. Au Québec, ça n'a pas beaucoup été fait. Puis je trouvais que Lovecraft, le fait qu'il était venu à 3 reprises dans la ville de Québec dans les années 30, puis qu'il avait écrit, il avait été très inspiré par la ville, qu'il avait écrit un récit historique, ça me donnait l'occasion, moi, de créer un récit vraiment fantastique sur l'histoire de la Nouvelle-France. Puis vraiment, à partir de l'univers de Lovecraft, moi, je trouvais que c'était un cadeau graphiquement, parce que pour quelqu'un qui fait de la bande dessinée documentaire principalement, ben c'est une récréation. Là. Quand j'ai travaillé sur Vous avez détruit la beauté du monde, donc le suicide, et Mégantic, un drame épouvantable, travailler sur les monstres de Lovecraft, c'était comme travailler sur des licornes. Là. Je veux dire, c'était les bisounours. Là. Je veux dire, j'avais beaucoup de détachement, donc ça me permettait vraiment de souffler un peu, travailler, parce que, comme je disais tantôt, quand je travaille, j'illustre quelque chose, je le ressens. Donc, la peine de Mégantic ou la peine du suicide, je l'ai ressenti quand j'ai travaillé sur mes choses. Mais Lovecraft, bon, là, je peux vraiment faire des choses des fois un peu plus, comment je pourrais dire, c'est sombre, mais il y a quelque chose de plus aérien là-dedans, de plus léger. Vous êtes détenteur d'une maîtrise en muséologie et pratique des arts. Vous êtes en train de passer un doctorat en art contemporain à l'école multidisciplinaire de l'image université du Québec. Oui, qui est devenue l'école des arts de En Outaouais. Oui, l'école des arts en Outaouais, oui, je crois que c'est ça. Qu'est-ce qui vous motive à toujours pousser plus loin vos réflexions sur votre art? Ben, pour moi, être artiste, en fait, c'est ce qui distingue l'artisan de l'artiste. L'artiste va essayer pas juste de peaufiner son travail, mais d'aller plus loin. Il va se poser beaucoup de questions, puis il va remettre en question sa façon de faire. Moi, je remets constamment ma façon de faire. Des Ludwig, il n'y en aura pas deux. Des Cité Oblique, il n'y en aura pas deux non plus, parce que mon style évolue constamment. C'est ça, moi, qui me motive. C'est un peu pour la même raison que j'ai pas travaillé sur des séries jusqu'à maintenant, parce que quand on fait des séries, on est un peu enfermé dans un monde, dans des gabarits, puis on devient un peu à la traîne des personnages. C'est les personnages, à un moment donné, qui deviennent la locomotive. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas dessiner. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font des séries, mais je veux pas me mettre à dessiner la même chose pendant... Je voudrais pas faire Mégantic pendant 20 ans ou du Lovecraft pendant 20 ans non plus. Je suis une personne qui est vraiment curieuse puis qui veut explorer différentes choses. Puis je trouve qu'aller chercher une maîtrise puis un doctorat, ça nous permet de prendre cette pause-là nécessaire, ce recul-là, pour regarder ce qu'on fait à travers la littérature qui existe théorique sur la bande dessinée. Puis d'avoir aussi ce que je savais pas quand je suis rentré à la maîtrise, c'est que j'ai aussi pu développer un discours en théorisant sur mon propre travail. Donc, je peux emmener les gens à réfléchir sur la bande dessinée dans des conférences, dans des présentations, comme ici à Béziers.
je peux parler du médium de la bande dessinée tout en ne comparant pas au cinéma ou à la littérature. Je fais parler la bande dessinée en puisant à l'intérieur même du dispositif de la bande dessinée. Ce qui est pas si commun que ça de nos jours, parce qu'on a commencé à théoriser sur la bande dessinée à partir des années 60 seulement. C'est vraiment un art qui n'est pas si jeune que ça, mais la reconnaissance, si on veut, de cet art-là par certaines élites, certains intellectuels, est plus récente. Quel conseil donneriez-vous à un jeune auteur de bande dessinée? Cette question-là, on me la pose régulièrement. C'est pas d'être le meilleur puis de se comparer à d'autres illustrateurs. C'est pas de faire le plus beau dessin. C'est de tout mettre son savoir-faire graphique, autant au niveau du dessin, au niveau de la mise en page, de la composition, la couleur. Tout mettre ça au service d'une narration. C'est de raconter une histoire, faire de la bande dessinée. C'est pas de faire une succession de beaux dessins, c'est vraiment d'écrire un récit en images qui va parler à un lecteur, puis de se mettre toujours à la place d'un lecteur aussi. Quand je travaille sur une page de droite, une planche de droite, moi sur un livre, ben, j'ai toujours la planche de gauche, pas loin, parce que je sais que le lecteur de bande dessinée va avoir le livre ouvert devant lui. Donc, je veux vraiment travailler en fonction de ce qui s'offre à voir au lecteur. Fait que je te dirais, c'est ça, oui. De vraiment se mettre à la place du lecteur, puis de créer un récit, une narration intéressante. Quelle est la réaction ou le retour le plus mémorable que vous ayez reçu de la part de vos lecteurs? J'ai eu plusieurs, en fait, retours. Il y en a qui ont été marquants, comme au lancement de Mégantic. Il y avait des gens, ils arrivaient, ils ouvraient le livre, ils disaient « Ah, ça, c'est ma fille ». Des choses comme ça. Mais pour Vous avez détruit la beauté du monde, chaque séance de signature, il y a des gens qui viennent me voir. Puis là, je peux pas dire une en particulier ou un autre, mais des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé à se suicider. Puis ces gens-là s'ouvrent, en fait. La parole s'ouvre. Puis ils discutent avec moi. Ça ressemble quasiment à un confessionnal. Là. Ils viennent, puis ils me racontent de façon intime, avec personne d'autre autour. On est deux à se parler, puis ils me racontent comment ils ont essayé, puis comment que ça l'a raté, heureusement, puis qu'ils ont repris leur vie. Souvent, on peut penser à un jeune homme de 20 ans, mais on peut aussi penser à une mère de famille qui a des jeunes enfants. Je me souviens de cette femme-là, justement, à Québec, qui est venue me voir, puis qui me dit ça, qui m'a raconté comment quand ça en était sorti, puis comment que mon livre il fait du bien, comment que c'est quelque chose qui permet justement d'ouvrir la parole. Ouvrir la parole face à ça, justement, débloquer les choses, permet d'aller plus loin, puis d'envisager d'autres solutions que celle-là, parce que c'est pas une vraie solution, dans le fond. Mais ça crée tellement de dommages collatéraux, là. C'est ça qui est fou. J'ai eu un autre témoignage récemment concernant mon album sur Dédé Fortin. Dédé Fortin, c'était le leader, compositeur principal, chanteur du groupe Les Colocs. Puis j'ai eu un message vocal à un moment donné du batteur de ce groupe de musique-là. Un message qui dure environ 4 minutes 30, où il me dit « Je sais pas comment... je sais pas qui t'es. Je sais pas comment t'as fait pour nous connaître, puis le connaître comme ça. Mais ce que tu as fait là, c'est remarquable. J'ai jamais vu une œuvre sur Dédé, même de son vivant, qui était aussi près de qui il était vraiment. Puis moi, je l'ai pas connu, cette personne-là, donc... puis j'étais pas un fan non plus, donc j'étais vraiment content d'avoir une réaction comme ça. Alors, on va passer au Festival Fantastique de Béziers. Oui. Donc, vous étiez présent lors de l'édition 2022, en tant que jury. Oui. Et pour cette édition, vous êtes le président. Quelle est votre histoire avec le Festival Fantastique de Béziers? C'est comment la connexion a pu se faire entre nous. C'est Ariane Gélina, en fait, qui est une autrice de littérature de l'imaginaire, qui est chez nous, au Québec. Je ne sais pas comment elle a connu les gens du festival, mais elle avait déjà été invitée ici. Puis, à un moment donné, elle me dit « Christian, ce serait bien qu'on aille ensemble pour la Cité Oblique au Festival du Fantastique de Béziers. » Puis ça tombe que c'était l'année où j'ai remporté le Fauve Angoulême, donc mes allers-retours avec la France, le Québec et la France, commençaient à être plus soutenus, disons. Puis, ça a tout de suite cliqué. Puis, comme je disais tantôt, j'ai développé beaucoup d'œuvres documentaires. Puis là, je me suis tourné... Tout en continuant les œuvres documentaires, je me suis tourné vers le fantastique, la science-fiction. Puis c'est tout à fait dans ma veine, en fait,
où je veux développer les choses ici en France. Je crois pas que je vais faire beaucoup de bandes dessinées documentaires en France. Je pense que ça va être plus le côté fantastique. Puis je vais continuer parallèlement à ça à faire des œuvres sur le Québec chez nous, ou si ça intéresse. Parce que là, je suis en train de travailler sur un Jules Verne qui a écrit un récit qui se passe au Québec en 1837, pendant une révolte, une rébellion qu'on a eue chez nous. Mais bref, ma relation avec le festival s'est très bien passée quand je suis venu il y a 2 ans. Puis à ma grande surprise, ma grande joie, Ariane a été nommée présidente d'honneur l'année passée. Puis les organisateurs m'ont demandé aussi d'être président d'honneur cette année. Moi, je trouvais ça extraordinaire, surtout que j'ai tissé un lien avec un éditeur, Calidor, en fait, les éditions Calidor à Paris, qui m'ont approché via Instagram, les réseaux sociaux, qui ont vu mon travail, puis qui m'ont demandé si je voulais travailler avec eux. Puis, le projet Dracula s'est rapidement dessiné. Puis, quand je suis venu à Angoulême en janvier dernier, les organisateurs du festival, Jérôme Azé, en fait, est venu au festival, puis on a déjeuné ensemble. Puis c'est à partir de là que j'ai dit, écoute, on pourrait sortir Dracula, parce qu'il m'avait déjà demandé d'être président d'honneur, mais là, moi, je voulais y emmener quelque chose de complètement nouveau, inédit. Puis là, j'ai dit, si tu veux, je vais demander à mon éditeur, si je fais le livre, je vais lui dire c'est conditionnel au fait de le sortir à temps pour le Festival du Fantastique de Béziers. Puis, Jérôme était ravi. Puis moi, l'éditeur, il a vérifié auprès de son imprimeur si la chose était possible. Il m'est arrivé avec des dates limites pour la livraison des illustrations. Puis ça a été à la mi-juillet, j'ai livré toutes les illustrations. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Puis c'est un bonheur de revenir ici. Là. Un des auteurs qui est ici, Emmanuel, lui travaille à la médiathèque d'Angoulême aussi. Donc c'est le fun parce que c'est des gens, à chaque fois que je viens, que je renouvelle. En fait, je viens en France comme déjà j'allais à Montréal ou à Québec. Là. C'est vraiment... On se retrouve en famille ici. Là. Le voyage est un peu plus long. Le voyage est un peu plus long, mais je veux dire, ça vaut le déplacement, puis on reste plus longtemps, fait que si on allait juste à Québec. En tant que président, quelles sont vos missions? Assurer une présence, ça c'est sûr, mais aussi assurer, comment je peux dire, une bonne camaraderie entre les différents auteurs qui sont ici, les différents jurys. Rencontrer aussi les jeunes générations. Je pense que ça, c'est important aussi, cette notion-là. C'est toujours, moi, le temps. Le temps est toujours au cœur. Mais d'assurer cette fameuse transmission-là le plus possible. C'est pour ça que je donne des classes de maîtres ici. Puis, je pense que c'est aussi d'apporter l'effet de nouveauté avec Dracula, puis de montrer le côté pédagogique derrière les œuvres aussi au public en général, qui sont pas... J'ai apporté des originaux, il y a 20 originaux qui vont être exposés de Dracula, fait que c'est... Puis là, justement, avant l'entrevue, j'étais avec d'autres illustrateurs qui sont sur le jury, en fait, mais eux, ils sont français, puis je leur ai montré mon travail, puis comment que je travaillais, puis ils étaient curieux, parce que moi, j'ai développé... Je vis dans un village, moi, je vis pas à Montréal ni à Québec, là, je suis vraiment dans un petit village, puis je travaille dans mon coin, mais je me suis développé seul dans mon coin, ce qui fait qu'il y a une certaine singularité dans mon travail. Qu'avez-vous pensé des illustrations qui vous ont été soumises? C'est unanime. Les membres du jury pensent la même chose que moi là-dessus, c'est que la qualité est rehaussée. C'est rehaussé. Moi, j'étais pas là l'année dernière, mais j'étais là il y a 2 ans. Puis, ça a été, la qualité des illustrations. Les préoccupations aussi face à l'environnement. On voit vraiment une anxiété là, au réchauffement climatique. Surtout la métamorphose. Je pense qu'il y avait 3 illustrations dans les illustrations retenues qui avaient une fusion entre un personnage puis la nature. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a marqué. Un dernier point, c'est un regret, en fait, c'est qu'on aurait aimé en recevoir encore plus d'illustrations. Moi, j'ai fait dans mes réseaux, à moi, au Québec aussi, j'ai emmené des gens à participer. Il y a eu plusieurs Québécois qui ont participé. Donc, je suis vraiment fier de ça, mais je pense qu'il y a moyen ce serait le fun d'avoir un bassin de 100 illustrations puis vraiment piger là-dedans pour... mais, comme je dis, la qualité, elle va croissante, en fait. Oui. Les éditions Calidor sortent ce jour un superbe ouvrage, et quel roman, puisqu'il s'agit de Dracula de Bram Stoker. Oui. En édition collector, avec une préface de Stephen King et une postface de l'arrière-petit-fils, il me semblait, de Bram Stoker, oui.
Vous en êtes l'illustrateur. Comment vous êtes-vous retrouvé sur le projet du roman? En fait, j'ai posté des illustrations de science-fiction, de fantastique, sur des projets sur lesquels je travaillais, sur Instagram puis Facebook. Puis, à un moment donné, je reçois un message de Thierry Fraisse, qui est éditeur chez Urban Comics à Paris, qui ont la licence de DC Comics. Donc, c'est eux qui publient Batman, Superman, tout ça, ici en France. Puis, il me dit, écoute, j'aime vraiment ce que tu fais. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble. J'ai dit, bon, OK. J'ai soumis le projet sur lequel je travaillais sur Jules Verne, justement, Famille sans nom. Puis, tout de suite, il a tassé un peu ce projet-là, il l'a mis de côté. Puis là, il m'a dit, écoute, c'est quelque chose qui peut nous intéresser, mais avant, est-ce que ce serait possible de travailler sur un projet ensemble? Moi, là, il m'a présenté Calidor, tout ça, je suis allé voir, c'était vraiment des œuvres... au niveau de la qualité de ce qui sortait graphiquement, au niveau de l'impression aussi, c'était vraiment magnifique. C'est des œuvres du répertoire classique, là. Donc des auteurs morts. Puis il a fallu... moi, j'ai proposé La Métamorphose de Kafka, j'ai parlé aussi de Guy de Maupassant, certaines nouvelles. Puis mon dernier choix, c'était comme Dracula, que j'avais pas lu. Puis là, moi, je ne savais pas avoir su. C'était 650 pages quand même. Fait qu'il a fallu que je me tape les 650 pages parce que c'est vraiment... Il a sauté sur le projet à pieds joints. Il a dit Dracula, ça me tente. Je connais différentes éditions, en tout cas, de traductions qui ont été créées, qui voulaient aller chercher les droits. Puis là, tout s'est enchaîné avec le Festival du Fantastique avec Jérôme Azé pour que j'y promette ça pour le festival à temps. C'est comme ça que les choses se sont présentées. C'est rien de plus compliqué que ça. Je veux dire, Stephen King, pour moi, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai pas parlé pour le projet, rien. Calidor, il l'a su à la dernière minute avant de faire le post comme quoi qu'il sortait le livre. Donc, j'ai appris ça sur les médias sociaux. J'ai appris ça sur Instagram. En même temps que Doc Stoker aussi, là, qui faisait la postface. Donc, non, mais je suis vraiment content. Thierry a fait un travail incroyable. Puis, je pense que le livre, on va le sortir à Béziers, puis ensuite à Paris en début de semaine prochaine. Mais à date, la réception de ce que j'ai vu... Moi, j'ai vu le livre hier soir, là, pour la première fois. Je ne l'ai même pas dans mes mains, là. Donc, il ne l'a pas envoyé au Québec, là. Il l'a reçu, il l'a envoyé tout de suite à Jérôme. Puis Jérôme me l'a montré hier quand je suis arrivé, après 25 heures de déplacement là, dans le corps. C'est un long accouchement, là. Ah, c'est ça. Moi, j'étais bien content de le voir, mais je l'ai pas vu comme il faut. J'ai pas pris le temps. Je l'ai vu tout le temps sur un coin de table, là, hier, pendant le souper. Pendant le dîner. Le roman épistolaire de Bram Stoker fête cette année ses 127 ans. Dracula est l'un des personnages imaginaires les plus connus, ayant fait l'objet de nombreuses illustrations et interprétations. Comment avez-vous créé votre propre interprétation de l'œuvre et du personnage? J'ai été un fan de science-fiction, de fantastique quand j'étais plus jeune, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Puis, ce qui m'a permis, en fait, par rapport à Dracula, ça m'a permis d'avoir 2-3 images de Dracula en tête, sans plus. Je suis pas le genre d'auteur, moi, qui fonctionne avec une œuvre, puis qui se documente à fond. Admettons, un exemple, Dédé Fortin. Dédé, c'est un des albums que j'ai fait. Dédé Fortin, c'était une rockstar chez nous qui est morte de façon très dramatique par suicide, encore une fois, on s'en sort pas, début 2000. Mais c'est quelqu'un qui m'a demandé de travailler dessus. Puis Dédé Fortin, j'étais pas un fan de sa musique. Ce qui permettait d'envisager le travail à faire de façon absolument neutre. J'étais pas un fan de Dédé, puis j'étais pas non plus quelqu'un qui détestait ça. Je pense que c'est la même chose avec Dracula. J'ai jamais Moi, l'horreur, j'ai tout le temps été plus réfractaire à ça. C'est pas un genre qui me plaît particulièrement, qui me plut par le passé, je dois dire, mais mon esthétique, qu'on le veuille ou pas, mon esthétique correspond à cet univers-là. Puis cette pudeur-là que j'ai à montrer des événements vraiment dramatiques, je l'ai aussi avec des sujets fantastiques ou d'horreur. C'est-à-dire, je ne montre pas des trucs, comment je pourrais dire, donc très graphiques, le frontal de violence. Je préfère évoquer ou envelopper d'une ambiance certaines scènes. Tu sais, ce que j'ai fait avec Dracula, j'ai pas beaucoup illustré le vampire comme tel, le personnage principal, quoique il apparaît à certains endroits. Puis quand il apparaît, on est plus proche de Batman, en fait, on est plus proche de la chauve-souris que de l'homme au teint blanc avec des grandes dents puis la cape.
J'ai essayé vraiment de développer qu'est-ce qui entourait le personnage principal, son environnement, au lieu de simplement reprendre ce qui avait déjà été fait. Moi, je ne voyais pas d'intérêt à ce niveau-là. C'est difficile de se détacher de l'influence qu'il y a eu, parce que c'est un personnage qui Ouais. vraiment a été dans les livres, les BD, les jeux vidéo. Même Batman, je pense que c'est un dérivé du personnage, en fait. Sans doute que j'ai fait un retour vers Dracula en passant par Batman. C'est ça, c'est des suceurs de sang. Il y a quelque chose de la chauve-souris qui est présent. Batman a été créé à peu près 40 ans après. Ouais, c'est ça, a été créé à peu près 40 ans après Dracula. Il sort que la nuit. Oui, il sort que la il a nuit, beaucoup chauve-souris. Ils ont beaucoup Ouais. de points communs. Exactement. Ben, en fait, je pense que la chauve-souris a servi d'inspiration aux deux œuvres. Puis moi, ben, j'ai trouvé ça tout naturel d'illustrer ça de cette façon-là. C'est pas Batman qu'on retrouve, puis c'est pas non plus le Dracula classique. C'est le Dracula que moi j'imagine dans le fond. Puis étant donné que je suis un fan d'histoire, que j'ai vécu à Londres pendant 6 mois aussi, bon, c'est quelque chose que je connais quand même bien au niveau historique. Fait que vraiment le contexte entourant Dracula, j'ai pas arrêté de penser, d'avoir en tête pendant toute la création des images que ça a été publié en 1898. Donc, j'ai vraiment gardé le focus là-dessus, tout en ajoutant un peu de steampunk aussi à l'intérieur des illustrations. Christian Quesnel, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est un grand merci aux gens de Béziers, en fait, de m'accueillir ici, d'être aussi ouvert face à notre savoir-faire, à notre culture. On peut voir les choses de cette façon aussi. On peut voir les choses comme tout nous sépare, un océan, on comprend pas le même accent. Trop américain peut-être même, mais au contraire, je trouve qu'il y a plein de points qui nous rapprochent. Puis c'est dans ces échanges-là, en fait, qu'on s'enrichit mutuellement. C'est pas à sens unique. Je pense que rencontrer une personne, c'est comme c'est découvrir un continent. Derrière chaque personne, il y a un univers. Il suffit de ne pas vouloir coloniser cet univers-là, puis d'être ouvert à recevoir des choses qui peuvent tout simplement élargir notre vision du monde. Merci Christian. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres. Sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.